toutes et tous, je suis Vincent Gibert, je suis conseiller départemental de la Haute-Garonne, élu en charge du programme d'action de lutte contre toutes les formes de discrimination qui s'appelle les Chemins de la République. Depuis 2015, sous l'autorité du président Georges Méric, nous faisons un constat, celui d'une République fragmentée, d'une République attaquée, d'une République fragilisée. Aujourd'hui, face à cela, il est temps de retisser des liens entre les individus. Il est temps de résoudre les fractures. Il est temps de lutter contre toutes les formes de discrimination qui touchent aujourd'hui encore de trop nombreux individus. Sur le territoire de la Haute-Garonne, de très nombreux acteurs associatifs sont engagés dans la lutte contre toutes les formes de discrimination. Nous les accompagnons, nous les soutenons, nous valorisons leur action, mais malheureusement, cela ne suffit pas. La voix de notre institution est aussi une voix importante. En tant qu'autorité publique, nous devons réaffirmer que les expressions de discrimination ne sont pas une opinion, mais sont un délit. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin, main dans la main, avec l'ensemble des acteurs engagés sur ces questions, de travailler. C'est pourquoi nous vous proposons ce temps de réflexion, ce temps de débat auquel vous allez participer. L'objectif, c'est que demain, plus un citoyen, plus une citoyenne au Garonnais, aux Garonnaises ne soit victime d'une discrimination. Si après ce moment, vous souhaitez en savoir plus, si après ce moment, vous souhaitez vous engager à nos côtés, je vous invite à visiter le site du Conseil départemental de la Haute-Garonne à la rubrique Chemin de la République pour connaître toutes nos actions et tous les événements à venir. Bonjour, bienvenue pour un nouveau colporteur du web qui est aujourd'hui consacré à la question suivante, la communauté LGBTQI+, confrontée à la crise du Covid. Et notre colporteur du jour, notre invité, est Jérémy Perrard, qui est le directeur de l'association Pride Toulouse. Bonjour Jérémy, merci d'être là. Bonjour Jean-Luc, merci pour l'invitation. Voilà, est-ce que tu peux, pour commencer, nous parler de l'association Pride Toulouse, qui est très connue, mais que tout le monde ne connaît peut-être pas forcément? Alors, effectivement, alors déjà l'association, c'est donc une asso loi 1901, mais également aussi un collectif associatif. Aujourd'hui, on participe à la réalisation d'événements sur le territoire de Toulouse, mais également sur la région Occitanie. Entre autres, dans les événements que nous proposons, on a le festival régional LGBTQI+, que nous portons sur 10 départements. Et en parallèle, on a la célèbre Marche des Fiertés, celle qui est peut-être un peu plus connue, avec 30 000 personnes dans les rues de Toulouse chaque année. Voilà, et on va, je pense, un peu plus tard parler abondamment de cette marche des fiertés, d'une part, évidemment, le contexte un peu particulier de cette année 2020, et parce qu'en plus, l'année 2020 est un anniversaire bien particulier sur la marche des fiertés, et donc tu vas pouvoir nous en reparler. Et j'aimerais revenir un petit moment en arrière, puisque nous nous connaissons bien, Pride Toulouse et le conseil départemental, c'est une histoire qui ne date pas d'hier. Et nous étions encore très récemment, au mois de mars, juste avant le confinement, dans le cadre des rencontres pour l'égalité, Chemin de la République, ensemble pour une soirée qui était dédiée à la question de la lutte contre l'homophobie. Pride était aux côtés d'autres associations, Contact, avec Jean-Michel Punière, Diam, avec le Festival des images homo, avec Anne-Catherine Mézure, et l'association Le Refuge. Et je pense qu'on aura l'occasion d'évoquer Le Refuge tout à l'heure, de par la situation vue de Covid, avec Frédéric Gall, qui représentait, et bien sûr Jérémy. Dans le cours de cette soirée, pour faire un peu le point sur la situation de l'homophobie ou de la LGBTQI-phobie en France, j'ai cité un certain nombre de chiffres qui étaient notamment ceux du rapport 2018 publié par SOS Homophobie comme chaque année. C'était les chiffres 2018. Depuis le 17 mai dernier, à l'occasion de la journée internationale contre l'homophobie, le rapport 2019 est sorti et tout aussi alarmant. Il souligne qu'en France, on reste un pays très conservateur où l'hétéronormativité reste la norme et que malgré les avancées législatives qui se sont succédées, qu'on avait largement détaillées au mois de mars, mais on pourra y revenir probablement tout à l'heure, la parole haineuse anti-LGBT est désinhibée et survisibilisée. Est-ce que tu peux nous commenter un petit peu ce rapport, le contenu de ce rapport ? Alors,
Comme tu le signales actuellement, on voit depuis plusieurs années une augmentation du nombre de signalements, donc de témoignages. Et SOS Homophobie, qui est une des rares associations au niveau local, en tout cas au niveau national, à faire remonter ces signalements, cette année a montré qu'il y avait une augmentation de plus de 26% de témoignages par rapport à l'année d'avant. Et ça traduit déjà 4 années consécutives d'augmentation. Donc, dans leurs explications par rapport à ces témoignages et ce rapport, ils disent en fait, ils constatent que les débats, comme pour les débats autour du mariage pour tous, hein, qui était en tout cas en 2019 et auparavant, on a vu que les mouvements réfractaires, ceux qui sont en opposition avec les différents débats autour ce qui nous concerne, ces mouvements réfractaires ont manifesté en 2019 un mouvement assez fort autour de la question de la PMA, parce qu'il y avait un nouveau débat qui était sur l'espace public, et ce débat, c'était obtenir l'égalité de traitement et l'égalité aussi d'accompagnement pour les couples de femmes, les femmes célibataires, mais également les femmes trans, pour obtenir donc, cette prise en charge au titre de la PMA, donc la procréation médicalement assistée. Face à cela, on leur a laissé la parole. Cette parole libérée qui entretient à chaque fois les stéréotypes de genre, mais également les contre-vérités, les stigmatisations, et qui, derrière tout ça, découle des violences et des discriminations que peuvent connaître la communauté LGBT. Et ce que SOS Homophobie dit, c'est que, attention, parce qu'en laissant cette parole totalement libérée de la part de ces mouvements sans qu'il y ait de contradiction, parce que derrière, il y a des personnes qui croient, en tout cas, que ce sont les vraies paroles, et donc derrière vont amener à avoir des propos et des comportements discriminants, voire même violents vis-à-vis des personnes concernées. Et ce que nous on voit au niveau local, c'est que ces chiffres sont alarmants, ça c'est sûr, mais qu'elles traduisent directement une installation dans l'espace public d'une homophobie, d'une transphobie, même également de façon plus large, d'une LGBT-phobie qui est imprégnée dans notre société, et qu'il faut que ça se traduise derrière par une véritable politique d'accompagnement de la société pour faire évoluer les perceptions et les mentalités. Et ça, c'est plus que nécessaire, parce que nous, on croit réellement que la société peut évoluer. Elle l'a déjà démontré, parce qu'au travers du mariage pour tous, au départ, il y avait une partie de la population qui était contre, et finalement, quand on pose la question aujourd'hui, est-ce que vous voulez revenir sur le mariage pour tous, la grande majorité de la population française dit non. Finalement, non. Au contraire, c'est une bonne avancée de droit dans la société. Et que sur la question de la PMA, il faut accompagner la population pour faire disparaître les inquiétudes et les peurs. Parce que généralement, en fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on parle de discrimination, lorsqu'on parle de LGBT-phobie, tout simplement, ce sont des inquiétudes, ce sont des peurs. Et que quand on explique, lorsqu'on échange, en fait, finalement, les peurs et les craintes disparaissent. Donc c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Et que dernière traduction aussi de ces chiffres, c'est qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que augmentation du nombre de signalements, ça veut dire qu'il y a forcément, en tout cas on voit augmentation de cas de discrimination, de violence, mais aussi en parallèle, il faut aussi le prendre en compte avec aussi une augmentation du nombre de témoignages, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui aujourd'hui ont moins en moins peur de témoigner. Donc témoigner sur les réseaux sociaux, mais également aussi témoigner auprès des associations, mais aussi aller déposer plainte auprès donc, de la police et de la gendarmerie pour que les discriminations, les violences cessent. Et donc c'est une bonne chose. Il faut que l'ensemble donc, des personnes concernées, lorsqu'ils sont victimes, mais également aussi témoins, déposent plainte, fassent ces démarches-là pour que les actes cessent, et qu'aussi on accompagne derrière ceux et celles qui sont auteurs de ces discriminations pour qu'ils prennent conscience que l'homophobie n'est pas en fait une liberté, mais en tout cas un droit, mais au contraire est un délit, et que lorsqu'il y a homophobie, il faut que derrière il y ait un accompagnement, et lorsqu'il faut une condamnation. Alors effectivement, tu exprimes que l'homophobie, c'est pas une opinion, c'est effectivement un délit. On peut expliquer cette hausse de 26%, certains le font d'ailleurs, n'hésitent pas à le faire. Alors, oui, mais ça ne veut pas dire qu'il y a plus de cas, simplement il y a plus de signalements. On peut mettre en face un autre chiffre qui est issu du rapport
2019 de SOS Homophobie, c'est que les chiffres des forces de police et de gendarmerie relatent une augmentation de 36% des infractions à caractère homophobe ou transphobe. Voilà. Et que, quand même, pour se le représenter, ça représente 1870 victimes en France. Voilà, il faut... Les pourcentages, ça exprime des statistiques. Le nombre de victimes, ça exprime des vies. Moi, je l'avais, lorsqu'on avait fait cette table ronde ensemble, avec contact entre autres avec le Refuge, la Fondation Le Refuge, j'avais donné un chiffre qui est le plus marquant à mon sens, c'est qu'aujourd'hui, sur le territoire de France, mais également métropolitain, mais également aussi du territoire d'outre-mer, hein, c'est qu'il y a un cas de discrimination toutes les 33 heures en France. C'est ça. Toutes les 33 heures, il y a une personne en France qui est victime de discrimination. Et ça va aussi bien donc de l'agression verbale jusqu'à l'agression physique. Et ça, ce qui est encore le plus dramatique, c'est que nous avons des personnes qui, derrière, se font tabasser en raison de l'orientation, de leur identité de genre en France. Et ce qui veut dire, c'est que, tout à l'heure dans l'introduction qui était donnée, c'est savoir si la société française, aujourd'hui, est-ce qu'elle est rétrograde? Est-ce que derrière, elle est profondément ancrée dans ses principes et dans une vieille culture? Je dirais tout simplement que là où il faut faire, c'est pour que la société évolue, il faut tout simplement accompagner ceux et celles qui y vivent dans cette société, c'est-à-dire les habitants, les citoyens, parce qu'on sait très bien qu'il y a des personnes qui, dans notre entourage, sont convaincus qu'il faut faire évoluer les droits et les libertés, qu'il faut derrière accompagner, qu'il faut derrière travailler sur la lutte contre les discriminations et sur les questions de diversité. Puis il y en a d'autres qui ne sont pas du tout dans ça et qui au contraire ne comprennent pas. Et que pour pouvoir faire évoluer ça, c'est de la pédagogie. C'est de la pédagogie et puis c'est aussi de la formation, de l'enseignement. C'est ça qui est important. Alors c'est vrai que cette question de l'éducation, de la pédagogie est une question préoccupante puisqu'il y a beaucoup de choses à faire et que c'est effectivement des sujets que partagent très régulièrement Pride et bien d'autres avec le conseil départemental effectivement de Haute-Garonne, notamment au travers du travail que l'on a pu faire en collaboration autour du plan départemental pour l'égalité qui couvre l'ensemble des champs de discrimination et avec l'idée de lutter ensemble, de faire de cette lutte contre les discriminations, quelle qu'elle soit, on ajoute le racisme, l'antisémitisme, il est y compris difficile de les serrer, vraiment. Hein, c'est une idée que l'on partage ensemble, d'agir ensemble communément. Le plan départemental pour l'égalité a été proposé par le conseil départemental de Haute-Garonne et mis en place avec un énorme partenariat, beaucoup d'associations qui ont été partie prenante dans cette création-là. Effectivement, cette question de la pédagogie est absolument fondamentale aujourd'hui. Pour rajouter, c'est qu'au-delà du plan départemental nous on souligne, parce que c'est un des rares départements en France qui a fait cette démarche-là et que ça se traduit derrière par un plan et surtout avec des actions. C'est pas uniquement de l'affichage, c'est pas uniquement derrière on va faire des annonces. On en parlera tout à l'heure, entre autres par rapport au gouvernement qui fait beaucoup d'annonces sur les questions LGBT en disant que c'est une cause nationale. On va y revenir. Mais que derrière, sur la traduction des faits, on en reparlera, il y a encore beaucoup de choses à faire et on peut souligner qu'il y a beaucoup de communication. Au niveau du plan départemental, ça se traduit derrière aussi par les tables rondes, ce qui est merveilleux, parce que c'est ce que nous on fait au sein de Pride Toulouse, dans le cadre du festival, c'est le fait de rencontrer, le fait d'échanger, le fait aussi de débattre avec aussi des personnes qui sont contre nous, qui sont derrière, qui ne partagent pas nos idées. C'est derrière de pouvoir expliquer qu'on n'est peut-être pas forcément d'accord, mais que derrière, ça va dans le même sens. Le sens qui est d'obtenir les mêmes droits, les mêmes libertés dans un État démocratique, un État de droit. Et donc ça, c'est une première chose, c'est de travailler sur la pédagogie, comme tu l'as dit, pour qu'on puisse faire évoluer les choses et pour que derrière, dans notre société, on puisse amener à avoir une vraie transformation en profondeur de notre société. On y croit, réellement, on y croit. Évidemment, et c'est le but de tout acte militant de vouloir transformer. Si tu me le permets, j'aimerais bien qu'on revienne maintenant à une actualité extrêmement proche, la crise du Covid. Avec une première question, c'est est-ce que tu peux nous dire un peu comment la communauté LGBTQI+ a traversé cette crise? On a vu durant la période de confinement que le Covid avait suscité
une nouvelle stigmatisation des personnes LGBTQI, comme d'ailleurs une hausse des discours racistes antisémites qui prennent désormais un visage de plus en plus décomplexé, assumé. Comment ça s'est passé au sein de la communauté Je dirais que ça a été une période difficile. Ça a été une période difficile parce qu'on traverse actuellement une véritable pandémie, une pandémie pas uniquement locale, une pandémie au niveau mondial, et que généralement, malheureusement, on le revoit, c'est que face à une crise sanitaire, ceux et celles qui sont les premières victimes, ce sont ceux et celles qui derrière sont les plus fragilisés. Et que dans le cadre de notre communauté, en tout cas dans la communauté LGBTQI+, on a encore beaucoup de personnes qui sont des personnes fragiles. Et que face à cette pandémie-là, on n'est pas tous armés de la même manière. Entre ceux qui ont pu vivre plus sereinement la pandémie pour les questions économiques, parce qu'il y a aussi ce volet-là, qu'on va en parler, sur le volet économique, mais sur la côté de la santé, on n'est pas tous égaux sur la possibilité d'obtenir les soins de santé lorsqu'on est malade, lorsqu'on est face à des difficultés. Et c'est ce qui a amené, face à cette pandémie, et faire réapparaître, on va dire, les inégalités sociales, les inégalités de santé, qui a fait que derrière, les associations locales, mais au niveau national, ont été amenées à se réunir et surtout à décider d'alerter le gouvernement au travers d'un courrier adressé à la secrétaire d'État, Marlène Schiappa, mais qui était directement à l'attention du Premier ministre et du Président de la République, en lui disant, voilà, attention, crise sanitaire, crise donc mondiale, mais au niveau local, vous avez des personnes qui souffrent encore plus. Et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour pouvoir les accompagner pendant la crise, mais surtout après la crise? Parce qu'il va y avoir aussi un peu l'effet qui se coule, c'est-à-dire que premier effet difficile de la période dite de confinement, et après il y avoir la période dite de déconfinement, et la période qui suit encore, qui va être la crise sociétale et la crise économique, qui va encore laisser beaucoup de personnes sur le côté. Donc, dans cette lettre qui a été adressée à la secrétaire d'État, où il y a plus de 60 associations qui se sont réunies pour co-rédiger cette lettre-là et la signer, et Pride Toulouse a décidé de la soutenir dans sa rédaction et dans l'envoi, a fait souligner qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont, on va dire, en souffrance, et elle les a pointées. Les jeunes, déjà, ont été les premières personnes, en tout cas les premières victimes directes, parce que pendant la période de confinement, on ne sait pas dire que période de confinement, les jeunes ont été plus protégés par rapport à donc des familles bienveillantes et bien respectueuses. On sait que derrière, on en avait parlé avec le refuge, parce qu'ils font un travail formidable sur l'accompagnement des jeunes qui malheureusement sont victimes de discrimination à l'intérieur même de leur famille et qui peuvent être amenés à être mis dehors par leur propre famille qui n'acceptent pas l'orientation sexuelle ou leur identité de genre. Le refuge a pointé en disant attention, nous avons donc des personnes, des jeunes qui vivent dans des foyers, dans des familles LGBT-phobes, et que du jour au lendemain peuvent se retrouver à la rue, et que face à cette situation, qu'est-ce que vous faites pour vous accompagner? Alors, ils avaient rebondi en parallèle avec le grand plan qui avait été mis en place pour les victimes de violences faites aux femmes. Donc, il y a eu un plan national qui avait été mis en place avec un financement spécifique pour accompagner les victimes, les femmes qui sont victimes de violences, pouvoir les aider à sortir du foyer et de chez eux pour pouvoir être hébergés en urgence et pour pouvoir se reconstruire et pouvoir évoquer un avenir plus serein. Le refuge et d'autres associations ont dit mais il faudrait faire la même chose aussi pour les jeunes, parce que on sait qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui sont foutus dehors. Il y a eu d'autres victimes face à cette pandémie, ce sont les personnes de la communauté trans, parce que le fait d'avoir un arrêt de la société pendant cette période-là, il y a eu toute la partie administrative a été bloquée, et on sait qu'il y a des personnes qui étaient en cours donc de démarches pour changement d'état civil, changement de prénom, mais également changement donc de sexe sur les papiers administratifs, pour mettre on va dire en cohérence ce qu'elles sont réellement par rapport aux papiers, pour tout simplement arrêter les stigmatisations, les violences qu'elles pouvaient faire l'objet au travers de leur pièce d'identité qui n'était pas cohérente. On leur a dit, tout simplement, attention, il faut que derrière il n'y ait pas un délai trop long dans ces périodes de reprise, parce que en attendant, ces personnes-là vont être toujours face à des stigmates, des agressions au quotidien. Ça, c'est partie donc des personnes qui étaient également face
on va dire, à cette pandémie, mais je pense également aussi aux demandeurs d'asile LGBT, parce que aujourd'hui, Terre d'accueil, je sais que c'est quelque chose qui tient aussi à cœur, hein, également, donc ces populations qui font le choix, malheureusement, parce que c'est pour leur vie, de faire le choix de quitter leur pays pour venir dans un autre pays et de survivre. On a des personnes de la communauté LGBT qui font donc la démarche de venir en France, font donc une demande de droit d'asile et qui aujourd'hui sont en attente. Ils étaient en attente. Alors, en attendant, la difficulté, c'était comment on accompagne ces personnes-là par rapport à l'hébergement et par rapport à la prise en charge sanitaire et économique. Voilà, c'est des exemples de situations, mais qui, derrière, en alertant la secrétaire d'État par rapport à ce que les associations vivent sur le territoire, n'ont pas encore eu de réponse. Alors, cette question des migrants, on avait prévu de l'aborder le 17 mai dernier dans le cadre de la Semaine de l'Europe. Alors, évidemment, dans le contexte du confinement, on n'a pas pu le faire, mais je pense que on va repenser à soulever cette question-là. Je voulais faire une parenthèse sur, tu as cité à plusieurs reprises, le refuge. Bon, déjà pour signaler quand même que le refuge a une antenne à Toulouse. C'est important parce que c'est un lieu d'accueil. C'est une structure associative. La situation du confinement a mis le secteur associatif dans une situation fortement compliquée. Et c'est vrai quand même que toutes les réponses, tous les accompagnements pour les publics LGBTQI, que ce soit des jeunes ou des seniors, sont quand même des structures associatives. Donc est-ce que c'est en danger pour l'instant? Alors, oui, tu pointes aussi sur une autre conséquence de la pandémie. C'est qu'il y a eu un arrêt réel de l'économie, l'arrêt de l'activité, et c'est même traduit également dans l'arrêt aussi au niveau du tissu associatif. Alors il y a des associations de notre communauté qui ont tenté de maintenir un lien avec les publics les plus fragilisés. Je pense par exemple, c'est toujours un sujet qui est compliqué, hein, c'est les personnes, les travailleurs du sexe, qui font aussi partie il y a une partie qui font partie de la communauté LGBT. On a mis ça au silence pendant la période de confinement. Le fait qu'elles ne puissent plus exercer leur activité, se retrouver avec plus d'activité, donc plus de rentrée d'argent, donc impossibilité de payer leur loyer et derrière de pouvoir aussi payer les premières nécessités de vie. Heureusement que nous avons eu des associations sur le local, par exemple, et au niveau national, qui ont pris le relais pour pouvoir les aider financièrement en leur donnant des chèques restaurants pour qu'elles puissent manger. C'est un exemple. C'est la même chose avec d'autres associations qui ont continué à faire de la prévention, de la réduction des risques pendant la période de confinement parce que les autres maladies, elles continuent aussi d'exister et qu'il fallait derrière continuer à informer, donner aussi des outils de prévention et de réduction de risques. Par rapport au VIH, mais également aux IST, et que les assos là, elles ont continué à travailler avec cette difficulté qu'elles avaient moins de personnes également. Donc la pandémie, la crise sanitaire, c'est aussi une crise de l'engagement, mais également aussi une crise économique, parce que ça a eu pour conséquence, et ça le refuge l'avait signalé, mais également Pride, on l'a vu également, une diminution des aides à l'ANC. Pas forcément au niveau des collectivités, parce que les collectivités territoriales, entre autres, par exemple le département, a mis en place un plan départemental de soutien, et ça, on ne peut que le souligner et on ne peut que les remercier d'avoir fait ce travail-là pour cette année. Mais il y a également toute la partie mécénat. Le mécénat en entreprise, par exemple, qui est important pour pouvoir faire vivre nos activités, faire vivre aussi au-delà des activités, la structure qui ont des salariés. On a eu une baisse importante du nombre de dons pendant la période, et on a eu des associations qui n'ont même pas pu faire de campagne. Je pense au refuge, mais je pense aussi à Solides. Solides avait pour chaque année leur grand concert qui ramène énormément d'argent pour la recherche contre le sida, mais également aussi pour soutenir les associations locales. Cette année, impossibilité de faire le concert. Comment on fait ? Derrière, le risque, c'est effectivement, c'est d'avoir demain, et c'est pour ça qu'on a alerté la secrétaire d'État à la fin en disant « Attention, vous pouvez avoir demain des associations qui ferment complètement la porte, et il ne faut pas oublier que ces assos font le boulot du gouvernement au titre du service public. Si elles ferment, qui va s'en occuper ?» Alors, avec ces difficultés de mécénat et de financement sur lesquelles on va pouvoir revenir, puisque effectivement il y a un impact fort, tu vas nous en parler, sur notamment le Festival des Fiertés, celui de Toulouse, mais également un peu partout en France, voire dans le monde.
Avant, j'aurais aimé qu'on revienne sur un phénomène. Tu évoquais le VIH. C'est vrai que les minorités sexuelles ont déjà par le passé, à plusieurs reprises, été accusées de plusieurs catastrophes, celle du VIH. Dans le contexte actuel de la pandémie de Covid, il y a eu plusieurs rapports évoqués notamment par le programme commun des Nations Unies sur le VIH, SIDA, qui suggère que les personnes LGBTQI+, étaient tenues pour responsables de ce fléau. Est-ce que c'est quelque chose que tu as pu constater également dans le cadre de l'activité de Pride ou des assos qui... Je dirais que c'est face à une situation comme que nous traversons actuellement, c'est la première fois qu'on vit ça. C'est clair que comme on n'a pas de recul en arrière, on laisse des fois la porte grande ouverte à des contre-vérités, à des stéréotypes, ou même encore à des informations qui sont complètement erronées. Faire des amalgames aussi, il y en a eu beaucoup qui le font. Et en plus, faire des amalgames par rapport à une autre pandémie, parce que la pandémie du VIH, elle est aussi importante que la pandémie du Covid que nous traversons actuellement. Elle est beaucoup plus ancienne. Tout n'est pas résolu. Il y a eu des grandes avancées qui ont été faites par la recherche. Aujourd'hui, on a des traitements qui existent pour pouvoir accompagner les victimes et puis surtout des traitements pour éviter que les personnes se contaminent. Mais on n'est pas tous égaux face au traitement et face au plan national, au niveau national, mais au niveau international. Donc, en tout cas, la communauté LGBT, c'est d'essayer de combattre ces contre-vérités, arrêter de faire des amalgames, arrêter de stigmatiser encore plus des personnes qui, derrière, sont victimes également d'autres infections, d'autres virus, et que... Là où je reprendrai peut-être il y a eu un autre rapport, mais une autre déclaration qui a été faite dernièrement, c'était le 19 juin dernier, c'était la directrice exécutive de ONU SIDA qui avait pris la parole à Genève pour dire attention, on est face à une pandémie mondiale au titre du Covid, mais il ne faut pas oublier les autres pandémies et celle du VIH, et qu'actuellement, face aux objectifs qui ont été pris par rapport à 2020, on est très en retard. Et qu'il faut derrière continuer à faire la pression auprès des gouvernements pour ne pas lâcher tout ce qui avait été négocié et tout ce qui avait été acté sur la recherche, donc face au VIH, mais également face à l'accès au même traitement pour tous, et que ce qu'elle dit dans sa déclaration, c'est qu'elle encourage bien sûr qu'on trouve derrière un vaccin pour le Covid, et que ce vaccin soit donné à tout le monde. Et qu'elle soit donnée à tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, au niveau mondial, comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas tous égaux. Je pense à nos amis du continent africain, qui aujourd'hui connaissent encore une augmentation, en tout cas des contaminations vis-à-vis de VIH. Je pense à ces femmes qui sont contaminées parce qu'elles peuvent être tout simplement agressées, même violées par des hommes sur ce continent-là, et par le fait d'être agressées, violées, peuvent être contaminées par le VIH. Il faut derrière pouvoir les accompagner, pour pouvoir les aider à faire face à cette contamination, à cette pandémie-là. Voilà, c'est ça qu'on souhaite. Et qu'arrêtons de faire ces amalgames-là. Et pour y arriver, je pense que c'est toujours pareil, c'est la pédagogie, la communication, c'est ça. Et laisser la parole surtout à ceux et celles qui travaillent sur le terrain. Parce que c'est eux qui sont généralement, je pense, les mieux à même de pouvoir expliquer ce qui se passe réellement et qu'est-ce qu'il faut faire. Et d'une façon générale, je dirais que les trois socles que tu viens de citer, pédagogie, éducation et les acteurs de terrain, et l'appui sur les acteurs de terrain, ce sont généralement des choses que l'on met en avant, quel que soit le sujet de discrimination sur lequel nous nous trouvons pendant les rencontres pour l'égalité du mois de mars que l'on a évoqué précédemment et auxquelles tu as participé. Qu'il s'agisse de l'antisémitisme, du racisme, c'est à chaque fois les fondamentaux que l'on remet en avant. Alors, je voulais revenir sur, on a évoqué précédemment les manifestations, les espaces de ce regain de discrimination pendant le confinement. Tu as effectivement mis en avant les aspects sur le domicile, au point que Michelle Bachelet, la haut-commissaire aux Nations Unies aux droits de l'homme, s'est alarmée pendant le confinement de la précarité de la population LGBTQI, en disant, je la cite, pour les personnes LGBTQI, le domicile ne peut pas être un endroit sûr. Étant donné les restrictions et les mesures de confinement, nous devons nous assurer qu'elles aient accès à un refuge et un soutien en cette période de crise du Covid-19. Ça, c'est dit. Mais lors de cette période de confinement,
pourrait penser une sortie de crise. On s'aperçoit qu'il y a des amendements qui ont été prévus dans la loi en faveur du soutien à la communauté LGBT+, et qui n'ont pas été adaptés à l'Assemblée malgré l'urgence sanitaire et l'impact social et économique et les recommandations de l'ONU. C'est là où c'est très surprenant parce que lorsqu'on se revendique être un pays qui est leader sur les droits et les libertés, en plus mère patrie de la déclaration donc, des droits de l'homme, et après qui a amené aussi à la déclaration universelle des droits de l'homme, qu'on fasse derrière qu'on soit contre des amendements qui au contraire protègent et même en même temps accompagnent ceux et celles qui sont victimes. C'est assez surprenant. Et c'est pour ça que le tissu associatif, je reparlais tout à l'heure de la lettre qui avait été adressée à la secrétaire d'État, c'était pour tirer à sa lettre d'alarme en disant attention, arrêtons de faire des annonces, arrêtons de faire de la communication et à un moment agissons. Parce que ce que nous disons, alors je vais faire un peu l'avocat, mais surtout le porte-parole de cette communauté, de ces 60 associations, c'est qu'à l'époque, en 2017, on avait déjà alerté. 2017, 2018, on avait alerté le gouvernement disant qu'il y avait une augmentation. Ça se traduisait déjà par le rapport à SSO-phobie, mais également par d'autres rapports. Et en 2019, en janvier 2019, le gouvernement nous annonce lors d'une grande messe que ça y est, on a pris en compte ce que vous avez dit, on a conscience qu'il faut faire des choses, et donc on va mettre en place un plan national de lutte contre les LGBT-phobies, et ça va se traduire par plusieurs actions et surtout par des moyens renforcés. Parmi les moyens, c'était la formation du personnel enseignant, le travail avec la gendarmerie et la police avec des référents LGBT et aussi de la formation, travail aussi avec la justice. C'était une plan de communication globale donc partout pour parler, pour faire de la pédagogie, et une aide aussi accrue du milieu associatif et pour l'accompagnement et l'hébergement. C'était en 2019, en janvier 2019. Un an après, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on a eu la crise économique, on nous dit qu'on a eu la crise économique, maintenant on a la crise sanitaire avec la pandémie, mais n'empêche que les choses n'ont pas été faites. Et donc on a été obligé, de nouvelles fois, de retaper sur la table en disant « Attention, n'oublions pas ce que vous avez dit à l'époque, et surtout maintenant, mettez les moyens. » Et donc, en faisant pression, cet amendement-là, effectivement, il y a eu un rejet, et quelques jours après, comme par hasard, on a eu 300 000 euros qui ont été débloqués, et tant mieux, je veux dire, c'est une bonne chose, mais c'est pas assez. C'est pas assez, parce que c'est toujours pareil, c'est le haut de l'iceberg qu'on va donner, mais derrière, il faut que ça soit avec un plan massif et sur la durée, parce que c'est 300 000 euros cette année, mais les prochaines, les problèmes seront toujours là. Est-ce qu'on les aura? Est-ce que derrière, on aura un accompagnement réel? Est-ce que derrière, les associations pourront continuer à faire leur mission utile face cette année, en tout cas avec une donne supplémentaire? On en parle malheureusement. Cette crise sanitaire, cette pandémie, traduite par une crise économique. Et là, c'est là où il faut qu'on soit vigilant. Et on met la pression, cette pression. Maintenant, on verra ce qui va se passer. On pourra, et ce n'est pas la première chose, parce qu'on pourra en discuter juste tout de suite après, c'est avec des lois qui, à un moment, des fois, font à l'encontre de l'intention. La loi Avia. Effectivement, les réseaux sociaux, on ne peut pas parler d'un sujet de discrimination sans mettre en avant ce nouvel espace, enfin pas si nouveau que ça d'ailleurs maintenant, mais depuis 10 ans, on se rend compte, on était récemment avec Tristan Mendes France, qui combat justement la haine en ligne, que les réseaux sociaux, c'est le vecteur de cette vague de discrimination, c'est la parole libérée, c'est l'homophobie, la LGBTQI-phobie, l'antisémitisme, le racisme, totalement décomplexé, voire assumé. Alors, effectivement, cette loi Avia, je te laisse poursuivre. Il y avait au départ, on a imaginé qu'il y avait une bonne intention. C'était derrière dire, bon, on va s'emparer de ce problème-là, mais qui n'est pas uniquement français, hein. C'est quelque chose de beaucoup plus global, européen et au niveau international, et qu'il fallait qu'on trouve une solution. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, les réseaux sociaux laissent cette totale liberté au niveau des paroles. Mais derrière, on oublie d'accompagner tout simplement que la liberté d'expression, cette liberté d'expression, elle est aussi attenante à une autre chose qui est derrière qu'il y a des obligations.
cette obligation, c'est qu'on ne peut pas dire n'importe quoi. On ne peut pas dire tout et n'importe quoi dessus. Et je leur disais tout à l'heure que l'homophobie n'est pas une opinion, mais un délit. Il faut le rappeler. Et donc la loi Avia, très rapidement, c'était de dire, on va responsabiliser, et on va responsabiliser surtout ceux et celles qui mettent à disposition les outils. Facebook, Twitter, entre autres, en leur mettant sur leur responsabilité le suivi, les signalements, et en même temps d'être en capacité derrière de dire ce qui est marqué, c'est contraire à la loi, donc on va l'effacer. Donc en même temps faire une espèce d'une sanction directe. Cette loi-là, elle a été directement censurée, parce que, comme tu as pu suivre les conséquences, en tout cas elle est passée au Conseil constitutionnel, et le Conseil constitutionnel l'a retoquée, parce que tout simplement elle n'était pas cadrée correctement. Elle demandait à ces structures de faire de la régulation, mais en même temps de faire aussi de la justice. Et ça, c'est illégal. Et donc, pour dire que, tout simplement, c'est qu'il faut arrêter de partir sur une démarche du tout répressif, en fait. Là, on a encore essayé de résoudre une problématique en mettant une loi. On aime bien en France. Il y a un problème, une loi. Et une loi, une sanction. Non, il n'y a pas que ça. L'autre démarche, toujours pareil, je suis mais au sein de Pride Toulouse, mais également dans le tissu associatif, c'est de la pédagogie, c'est de l'enseignement, c'est de l'information. Avant de vouloir sanctionner, il faut déjà essayer de comprendre, essayer de faire bouger les lignes, et faire bouger les lignes à l'intérieur. Parce qu'on sait très bien que les sanctions, ça peut marcher, mais dans la majorité des cas, ça ne fonctionne pas parce que les personnes, elles ne comprennent pas, donc elles recommencent. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis. Alors, peut-être une précision sur la loi Avia qui, en fait, posait l'obligation aux réseaux sociaux de retirer en 24 heures tous les contenus illégaux à caractère discriminant, et que le Conseil constitutionnel n'a pas jugé compatible avec la liberté d'expression. Donc entre autres, et puis en même temps aussi cette capacité réelle de pouvoir sanctionner, et sur quel fondement. L'autre, là où le tissu associatif très rapidement, qu'est-ce qui s'est assez monté à monter au front pour dire attention, elle est dangereuse cette loi, parce qu'elle avait pour conséquence aussi indirectement de dire je ne vais pas prendre de risques, moi, plateforme, et donc je vais aussi contraindre, je vais bloquer la liberté d'expression également de la communauté LGBT. Et on a vu qu'il y avait des associations qui ont eu leur compte bloqué par la plateforme Facebook ou Twitter, parce que comme il y avait utilisation d'un mot, donc une formulation, elle ne voulait pas être sanctionnée, donc elle préférait directement bloquer le compte pour ne pas avoir à justifier un manquement ou une erreur. Donc, je dirais que cette loi Avia, en fait, finalement, elle était mal ficelée et qu'il faudra retravailler le sujet de façon différemment. Alors, on vient de voir que on pourrait débattre assez longuement, mais le temps passe. Il faut qu'on avance un petit peu dans cet échange. Il y a une absence de réponse très violente au niveau de l'Assemblée durant cette période de confinement. Effectivement, on aurait pu parler de l'amendement 453 qui appelait à renforcer la prise en charge de l'hébergement d'urgence des jeunes lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, et qui a reçu finalement une demande de retrait et au final un avis défavorable. On peut constater également que les cas d'agression, etc. Il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, la question de l'homophobie ou la LGBTphobie ordinaire, avec dans la presse récemment un jeune qui a proposé aux habitants de son immeuble, personnes âgées, son aide, enfin, dans le contexte, et qui a reçu une réponse écrite. Nous n'avons rien contre les homosexuels, mais nous savons que vous serez porteurs avant les autres du virus, comme le sida l'a été. Donc ça, c'est effectivement, là encore, quelque chose de finalement très violent, même si ça commence par nous n'avons rien contre des homosexuels, mais voilà, c'est quand même bien du rejet. Et ça ouvre sur la question de cette pédagogie et du coup des moyens. Il y a pas mal d'acteurs associatifs qui disent que le manque de moyens ne permet pas forcément de travailler sur les actes les moins graves. On a eu des chiffres tout à l'heure sur les agressions, etc. Et qu'il y a quelque part au quotidien l'obligation de faire un peu le tri entre les violences, tout ce qui est du quotidien qui n'abîme pas la santé physique. Du coup, voilà, on traite un peu moins. Est-ce que ça concourt pas à la banalisation rapidement pour qu'on puisse après parler je dirais que le manque de moyens, ça fait longtemps qu'on en parle. C'est-à-dire que les associations, elles se battent chaque année pour dire arrêtons d'avoir des moyens qui sont uniquement à l'année, mais travaillons sur quelque chose de beaucoup plus pérenne pour qu'on ait plus de facilité à mener à bien nos actions, les actions de sensibilisation. Je pense aux interventions
milieu scolaire, par exemple, qui sont un outil formidable pour accompagner les jeunes populations, qui sont demain les futurs citoyens et qui vont aussi amener à l'évolution de la société en profondeur, parce que ce sont ceux demain qui vont amener aussi à prendre les décisions. Donc, je pense que on est toujours pareil dans cette société, c'est quand il y a un problème, on essaie d'éteindre le feu, l'urgence. On essaye d'attendre, en fait finalement on attend généralement l'urgence avant de travailler de façon plus profonde. Il y a d'autres pays où ils sont vraiment dans une démarche avant d'attendre qu'il y ait le feu, finalement on évite que le feu arrive et on va tout simplement travailler en profondeur. On va se laisser le temps, on va donner les moyens pour le faire. Mais les moyens partout, que ce soit les associations, que ce soit aussi dans l'école, que ce soit également après dans les structures, pour que tout le monde on puisse travailler dans le même sens. On pourrait même parler également dans l'entreprise. Parce que c'est là aussi qu'il y a également des discriminations. Il y a des associations qui travaillent dessus, mais on n'est pas tous égaux. Les associations, les entreprises ne sont pas tous au même niveau. Et pour autant, il y a des collaborateurs qui sont victimes de discrimination. Donc, je dirais que c'est là où, finalement, notre alerte, la lettre qu'on a envoyée, mais qui fait appel à 2019 et en 2018, c'est dire, mettons enfin en place un plan national de lutte contre les LGBT-phobies, avec les moyens, mais mettons-nous vraiment au travail, associations, mais également acteurs du terrain, les collectivités, les entreprises, la société, pour faire bouger les choses. Sans oublier les services de l'État, parce que tu aurais pu aussi citer la question de la formation des référents de commissariat, par exemple, qui ont été annoncés puis qui n'ont pas été Il n'y a rien. Aujourd'hui, je veux dire, on essaye de savoir combien il y a de référents LGBT dans les commissariats et dans les gendarmeries. Il y a eu un article qui est sorti, ça doit être dans Tétu, il y a 6 mois, on leur a posé la question à un représentant de la gendarmerie, et il disait, on ne sait pas. On ne sait pas combien il y a de personnes, et on ne sait même pas ce qu'il y en a. Donc c'est là où ça pousse. Je veux dire, on travaille, par exemple au niveau de Pride Toulouse, on travaille avec le parquet, au tribunal de grande instance. On a la chance d'avoir sur le territoire, on a des choses, des avancées qui sont mises en place. Et le procureur de l'époque, qui a été remplacé après par notre procureur et puis avec une vice-procureure qui travaille sur ce dossier, avait mis en place un groupement local de traitement de la délinquance contre vis-à-vis du racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, parce que il faut qu'on travaille, lorsqu'on parle de discrimination, c'est global. Et même au sein de Pride Toulouse, maintenant on travaille de façon globale parce que ce sont toujours les mêmes origines au niveau de la discrimination. Au niveau du traitement de ce groupement local de traitement de la délinquance, on a la gendarmerie et la police qui est présent aux côtés des associations. Et effectivement, ils ont reconnu que pour le moment, il n'y avait pas de référent LGBT au sein de la gendarmerie, alors qu'au niveau du commissariat central de Toulouse, il y a eu un référent qui a été nommé. Et donc on l'a rencontré, on a travaillé déjà avec lui, on essaye de réfléchir à des choses et on espère qu'en 2020-2021, ça se traduira par un accompagnement aussi, effectivement, des agents de la police et de la gendarmerie. Alors, je ne voudrais pas qu'on se sépare sans parler de la question du festival et de la marche des fiertés, puisque ça ouvre sur la question quand même de la visibilité. Donc on va être obligé d'être un peu rapide sur cette question. Mais il semble que le défi des associations LGBTQI dans le contexte actuel soit, et pas qu'en France, de repenser les marches des fiertés. Plus de 300 Pride déjà qui ont été adulés à travers le monde. Oui, c'est malheureux parce que ne faut pas oublier que ces marches des fiertés, ce sont donc à la naissance au départ des émeutes de Stonewall. On a eu l'occasion d'en parler et on a commémoré, je dis bien une commémoration parce que c'est des émeutes qui sont assez tragiques. L'année dernière, c'est parce que les marches des fiertés, ce qu'on appelait à l'époque les Gay Pride ou les Gay Lesbian Pride, aujourd'hui on parle de marches des fiertés de façon plus inclusive, viennent au départ de ces émeutes de Stonewall, il y a 50 ans à New York, où il y avait encore des discriminations vis-à-vis de la communauté avec des descentes et que la communauté a eu marre de se faire agresser et que derrière il y a eu une première manifestation qui s'est faite et l'année suivante il y a eu donc la première marche Gay Pride qui s'est faite. 50 ans cette année. C'est il y a 50 ans et c'est cette année. C'était le 28 juin 2000, cette année en 2020 qu'on fête donc les 50 ans de cette première marche des fiertés qui est devenue après un mouvement mondial. Plus qu'aujourd'hui, ces marches sont nécessaires. Plus qu'aujourd'hui, parce qu'on a encore plus de 70 pays qui, aujourd'hui, stigmatisent, agressent, ont des lois LGBT-phobes et qu'il faut encore accompagner ces pays dans l'évolution des droits et des libertés. Et que derrière, ces pays autres qui, eux, ont évolué, rien ne dit que demain, elles peuvent revenir en arrière par rapport à des droits et des libertés qui ont été acquis avec difficulté. En Europe, c'est un exemple.
je ne comprends pas quand aujourd'hui on laisse par exemple la Pologne, je vous donne cet exemple-là, qui prennent des décisions qui viennent à l'encontre des droits et des libertés fondamentaux. Ça, c'est pas normal. Et ça veut dire que la communauté LGBT peut être également, peut être victime de ça. Donc les marges des fiertés, elles sont plus que nécessaires. Maintenant, le confinement et donc la crise sanitaire a fait qu'il a fallu repenser effectivement, parce qu'on ne pouvait pas se réunir, mais il fallait qu'on parle quand même du sujet. Donc il y a eu des initiatives qui ont été lancées au niveau mondial. Il y a eu la Global Pride qui a eu lieu il y a quelques jours, avec plusieurs organisations mondiales. Montréal, par exemple, en a participé. Il y a eu les États-Unis, mais également d'autres pays, même en France également, pour essayer de parler de sujets sur les réseaux sociaux. Alors ça ne remplace pas une marge des fiertés physiques, mais au moins on parle du sujet dans ces mois Pride. Après, il va falloir qu'on réfléchisse pour l'après, parce qu'on ne sait pas pendant combien de temps cette pandémie va avoir lieu. Et on espère la plus courte possible, mais que si maintenant elle dure, il faudra quand même qu'on continue à parler du sujet. Et au sein de Pride Toulouse, par exemple, c'est qu'aujourd'hui, on devait avoir cette marche des fiertés qui était prévue début juin, et elle a été pour l'instant reportée. On espère peut-être la faire sur le second semestre. On a peut-être arrêté une date entre septembre et octobre, mais elle se fera forcément avec les contraintes sanitaires et sécuritaires. Et qu'il n'est pas question, je dis bien pas question, qu'on mette en danger ceux et celles qui y participent. Et que derrière, 30 000 personnes, il y a 30 000 personnes. Si maintenant on se rend compte qu'il y a un risque derrière, qu'il y a un cluster, donc l'émergence d'un nouveau foyer par rapport à ce Covid-19, clairement, on ne prendra pas la décision de la maintenir. Mais c'est malheureux. Mais alors, il faudra qu'on réfléchisse à autre chose. C'est pour ça qu'il y a ce festival. Ce festival qui nous tient à cœur, qui est porté par ce collectif associatif de plus de 60 associations aujourd'hui, qui est unique en France, c'est de pouvoir travailler au travers d'événements, des tables rondes, des projections, des spectacles, pour parler du sujet. Il faut qu'on parle du sujet. Plus on parlera du sujet, plus on pourra accompagner la société. C'est pour ça que c'est fondamental d'assurer cette visibilité, oui, malgré la situation, et encore une fois, sans prendre de risques, mais il y a d'autres choses. C'est vrai que pour beaucoup de gens, la Gay Pride, j'y mets des guillemets, puisque c'est la marche des fiertés, mais que tu citais tout à l'heure, ça fait un peu partie du folklore, c'est le défilé, voilà, mais il ne faut pas oublier que c'est avant tout un événement symbolique de la libération et de lancement de la lutte LGBTQI, puisque Stonewall, c'est surtout le point de départ d'une lutte sociale qui était tournée vers les droits et l'égalité, donc c'est un acte politique, que du coup, quelle que soit la forme que vont prendre le festival ou la marche des fiertés, je voudrais qu'on puisse conclure en disant qu'il est impératif pour chacun de nous d'y participer et de le soutenir. Ce n'est pas l'affaire des premiers concernés, que sont les membres de la communauté LGBTQI+, c'est vraiment un engagement pour l'égalité et pour les droits. Voilà, c'est important, et c'est une démarche de plus que jamais impérative pour faire face à la montée des extrémismes, des populismes, qui servent de socle à la haine et à la stigmatisation. Donc je pense que ça pourrait être le mot de la fin, même si je vais te demander de le faire. Voilà, ça renvoie à ce que nous avons cité précédemment, c'est effectivement l'esprit du plan départemental pour l'égalité, conçu par le conseil départemental, et qui vise à faire de cette lutte une cause commune. Oui, et puis je ne veux pas non plus... on a quand même fait un tableau un peu noir de la situation. Oui, c'est vrai que... Et que j'essaie toujours d'avoir toujours une note positive, parce que on a signalé les problématiques, on fait remonter les problématiques, les difficultés, elles sont réelles, il ne faut pas les cacher, mais il y a aussi des belles initiatives et surtout des situations positives, et qu'il faut les mettre en avant. Et c'est pour ça que dans le cadre du festival, on essaie toujours d'avoir ce volet de positivité, parce que c'est important pour ceux et celles qui sont directement concernés. Je pense à ces jeunes, finalement, qui sont en plein questionnement, et qui, au travers de la marche des fiertés, viennent pour la première fois pour se rendre compte qu'ils ne sont pas tout seuls face à ces questions-là, et que d'autres personnes peuvent aussi la poser, l'ont peut-être aussi déjà posée, et qui peuvent être soutenues lorsqu'ils font ils décident en tout cas de vivre leur vie comme elles sont réellement. Donc je pense que voilà, on va faire face forcément à une crise, et ça va être difficile. La seule solution, en tout cas, c'est d'être solidaire. C'est la solidarité, et cette solidarité, elle doit être au-delà de la communauté, elle doit être une solidarité, on va dire, d'une société, d'un pays, mais d'une communauté inclusive. C'est ça qu'il va falloir, ça. Mais je pense qu'on va y arriver. Alors, on a bon espoir. C'est vrai que le discours était peut-être un peu pessimiste, mais Jérémy, pour ça, était venu avec un polo de couleur colorée pour mettre un petit peu de lumière là-dessus. Je
Je voudrais te remercier d'avoir participé, d'avoir été notre colporteur aujourd'hui. Je te dis à très vite. Merci déjà pour cette initiative. De toute façon, plus on en parlera, plus on fera évoluer les choses. Donc merci, et puis donc à bientôt pour la suite. Merci, à bientôt. Et c'est vrai que c'est l'affaire de tous. À très bientôt.